Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici 4 mois qu'Il fera beau demain a été lancé avec l'ambition de créer un nouveau mouvement politique. Nous sommes maintenant près de 10 000 à suivre l'actualité d'Il fera beau demain sur Facebook. C'est vraiment très encourageant, je vous en remercie. C'est d'autant plus encourageant que nous n'avons fatalement, dû au confinement, pas pu organiser les événements locaux que nous avions prévus. Nous n'avons pas pu non plus lancer l'opération de porte-à-porte qui était prévue. Mais nous espérons que ce ne soit que partie remise. Et si la situation sanitaire le permet, nous lancerons ces événements locaux et cette campagne de porte-à-porte en septembre. Alors, nous poursuivons le processus participatif néanmoins online, notamment avec notre plateforme participative ilferabeaudemain.team, que ceux qui ont maintenant l'habitude de suivre les débats confinés doivent connaître. Cela permet à tout à chacun de faire ses propositions, mais aussi de réagir aux propositions des autres. Nous nous efforçons également de suivre les débats qui sont portés par d'autres mouvements citoyens et des propositions qu'ils mettent sur la table. C'est notamment le cas de la proposition dont nous allons débattre aujourd'hui, qui est une proposition portée par plusieurs groupes sur Facebook. C'est une proposition qui va aussi prochainement normalement faire l'objet d'une votation en Suisse, et c'est une proposition qui frappe particulièrement les esprits, puisqu'elle a rien que moins l'ambition de remplacer l'ensemble de notre système fiscal par une alternative, la microtaxe, qui est une taxe, on va dire, d'environ 0,5%, cela dépend d'une proposition à l'autre, mais de 0,5% appliquée à l'ensemble des transactions financières, du retrait en bon contact à la haute spéculation, il n'y a pas de distinction, toutes les transactions seraient taxées de ce petit montant de 0,5%. Alors, nous aurons avec nous pour discuter de cette proposition, mais également d'autres alternatives au système fiscal actuel, comme par exemple la taxe sur les géants du numérique ou la taxe carbone. Nous aurons donc avec nous aujourd'hui 4 personnes. Nous avons Odile Bodard, qui est une des responsables des groupes Facebook qui défendent la microtaxe. Bonjour Odile. Bien le bonjour. Voilà, nous avons également avec nous Étienne de Calataille, l'économiste bien connu. Bonjour Étienne. Bonjour. Laurence Pinte. Laurence, tu es juriste, fiscaliste et professeur à l'École supérieure des sciences fiscales. Bonjour. Bonjour Laurence. Et également Isabelle, qui est Isabelle Richel, pardon, qui est avocate et coprésidente du Tax Institute. Bonjour Isabelle. Voilà. Isabelle, pour dire bonjour, il faut brancher le micro. Voilà. Ça aidera. Voilà. Bonjour tout le monde et je referme mon micro. Voilà, merci beaucoup. Alors, pourquoi envisager avant tout ces nouveaux impôts? Ce sera la première question que nous nous demanderons, puisque finalement, derrière cette proposition de la microtaxe, c'est une remise en cause du système fiscal actuel, système fiscal qui est parfois jugé comme étant inéquitable, qui est également parfois jugé comme inadapté à l'évolution de notre économie, et notamment au développement des activités numériques qui échappent souvent à l'impôt, ce qui pose donc des problèmes aussi de concurrence déloyale entre entreprises. Par ailleurs, la crise actuelle va faire une pression importante sur les recettes des impôts traditionnels, alors qu'au même moment, nous allons avoir besoin de l'État et donc de moyens publics pour relancer l'économie, mais également pour soutenir ceux qui auront besoin de soins de santé, ceux qui auront perdu leur emploi. Et donc, c'est au moment où l'État est le plus nécessaire que jamais, où les moyens publics sont le plus nécessaires que jamais, que les recettes publiques sont également mises en difficulté. C'est d'où l'intérêt de réfléchir à des sources alternatives de recettes qui sont capables de répondre à ce problème ponctuel, mais surtout peut-être d'interroger ce système fiscal de manière plus structurelle quant à son équité, quant à sa capacité de s'adapter à l'économie. Voilà les thèmes dont nous allons discuter, en commençant par cette question générale. Donc, pourquoi envisager de nouveaux impôts, puis en approfondissant la microtaxe et puis en envisageant les alternatives. Comme d'habitude, vous nous suivez sur Facebook, vous êtes invités à réagir. Charlotte suit vos commentaires et nous les relayera. Bonjour Charlotte. Bonjour, donc je suis le relais citoyen pour ce débat. N'hésitez donc pas à donner votre avis, à critiquer et à commenter pour que je puisse relayer tout ceci à nos intervenants. N'hésitez pas non plus à partager le live sur votre mur, mais aussi sur des groupes Facebook qui seraient intéressés par la thématique, car je sais qu'il y en a plusieurs sur Facebook. Donc je compte sur vous et à tout de suite. Merci. Merci Charlotte. Je commence donc tout de suite en donnant la parole à Odile. Odile, comme je le disais, la microtaxe, avant d'être une proposition qu'on analysera, c'est une remise en question du système fiscal actuel. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il faut revoir en profondeur notre fiscalité ?
Alors, je préciserai d'abord que je me définis un peu comme une économiste de l'économie d'en dessous. C'est-à-dire que quand on parle d'économie, les trois quarts du temps, on parle de mouvements entre l'État, la finance, les banques, les multinationales, etc. Moi, je suis en dessous, c'est-à-dire que je m'occupe des flux financiers du terrain, c'est-à-dire des entreprises et des particuliers. J'ai été expert comptable jusqu'à il y a 2 ans et c'est à ce titre-là que je m'intéresse beaucoup dans l'accompagnement des entreprises, non seulement au positionnement des entreprises par rapport à leurs clients et par rapport à l'économie en général, la place des PME ici maintenant. Les PME, pour l'instant, elles souffrent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, non seulement l'État va devoir faire face à des dépenses exceptionnelles de gestion de crise et de relance, mais en plus avec des recettes nettement plus inférieures, puisque en Belgique, on a une particularité importante, c'est que les entreprises représentent, les petites entreprises de moins de 10 salariés représentent 97% des entreprises et représentent à elles seules 60% de l'emploi. Donc, quand on sait que 70% minimum des entreprises sont en grande difficulté aujourd'hui, donc des petites entreprises, ça représente vite 20 à 30% de l'emploi qui est peut-être menacé. Ça veut dire des faillites qui arriveront d'ici à 6 mois, 1 an, puisque le temps que tout le monde épuise ses ressources, en général, je suis en contact avec énormément de comptables, le temps, je l'ai été moi-même aussi, le temps donc qu'une faillite se déclare, c'est souvent 6 mois à 1 an. Donc là, le SNI a cité ces chiffres, l'UCM, etc. Le problème est extrêmement criant. Il y a 36 000 membres sur le groupe indépendant qui crient détresse. Donc voilà, c'est pas seulement pendant la période de confinement qu'ils ont besoin d'aide, mais il va y avoir vraiment besoin de préserver ce tissu économique. Et par rapport à la fiscalité, donc besoin de nouvelles recettes. Est-ce qu'on va encore écraser le travail comme c'est le cas depuis des siècles, ou bien est-ce qu'on va être un peu créatif? Et l'idée de la microtaxe est justement d'être créatif, de faire table rase totale de tout ce qui existe aujourd'hui, donc impôt direct, impôt sur le travail, TVA, on parle aussi, toutes les taxes possibles et imaginables, l'ONSS, les lois sociales, remettre tout à plat et partir sur quelque chose d'extrêmement simple, puisqu'aujourd'hui le digital le permet, c'est se baser sur un algorithme qui ferait un prélèvement systématique sur toutes les transactions financières. Et là, évidemment, on augmente... Avant de présenter la microtaxe, puisqu'on va y arriver, on va prendre le temps, mais là, ce qui m'intéressait dans un premier temps, c'est de comprendre les reproches que l'on fait aux impôts actuels. Donc là, vous avez cité, c'est quelque chose qui est dit par je dis vous, pour l'ensemble du groupe, vous insistez fort sur le fait que la pression sur le travail, la pression sur les entreprises qui pénalise le développement. C'est ce frein à l'activité qui est le principal reproche fait au système fiscal actuel? Mais la pression fiscale, ça c'est une certitude, ça c'est absolu, mais aussi sa complexité. Quand j'en ai discuté avec des comptables et des contrôleurs fiscaux, même eux, alors que c'est leur job principal, étaient d'accord avec ce principe-là. J'en ai été la première étonnée. C'est vrai qu'il y a 15 jours, pour le 1er mai, Magnette a lancé un pavé dans la mare, comme d'habitude, en tapant sur le dos des fiscalistes. Mais fondamentalement, si on suit le raisonnement plus loin, parce que là où il en a été, c'est de se dire, fondamentalement, oui, déchirons ces vieux grimoires que personne ne sait lire, où le contribuable ne sait pas travailler tout seul sur base de ça, et où même les comptables aujourd'hui en perdent leur latin, tellement il y a des exceptions aux exceptions aux exceptions aux exceptions, et même les refontes récentes de la fiscalité, voilà, c'est juste vraiment très très complexe, et alors chaque fois du contrôle derrière, de surveillance pour finalement aller chercher des poux sur la tête d'un chauve, quoi. Isabelle, cette complexité du système fiscal, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement. C'est aussi un reproche que tu ferais au système fiscal actuel? Oui, le système fiscal est aujourd'hui complexe, il est difficile à comprendre, et plus la norme est complexe, moins elle est comprise par celui qui doit la respecter, moins forcément elle est respectée. Elle pose des problèmes d'application, on ne la connaît pas, on ne la comprend plus ou on l'ignore. Alors, d'où vient cette complexité? Il faut rappeler que notre système fiscal est ancien.
Nous avons un code des impôts sur les revenus qui date de 1962, qui à l'époque était un nouveau code très innovant, notamment par l'idée de globalisation des revenus plutôt que d'une taxation cellulaire. Et au fil du temps, la loi a été modifiée, complétée, on a ajouté des avantages fiscaux pour s'adapter à telle ou telle situation et qui font que maintenant il y a énormément d'exceptions, de niches fiscales qui peuvent être utilisées par les uns, qui ne sont pas utilisables par les autres et ils s'en plaignent, ils ont un sentiment d'injustice et tout ça rend effectivement les choses extrêmement complexes. Je viens de parler de l'impôt sur les revenus, mais la situation est à peu près la même pour les autres impôts que nous connaissons en Belgique. Donc la complexité pose un problème de respect et d'équité finalement entre les contribuables, de respect de la norme et d'équité justement, notamment face à la complexité. Tout le monde n'est pas à même de comprendre où sont les niches fiscales, où sont les exceptions. C'est bien cela? C'est une idée générale et je pense aussi qu'il faut réfléchir au concept d'acceptation de l'impôt par le citoyen. Il faut que l'impôt donne un sentiment d'une certaine justice pour être accepté. Et donc, il doit paraître juste pour autant qu'on puisse définir ce concept, ce qui n'est pas facile. À partir du moment où la loi devient tellement complexe qu'on ne la comprend plus, forcément, cette idée de justice n'apparaît plus. Et c'est un problème. D'un autre côté, je pense qu'il faut aussi voir l'autre aspect de la problématique, c'est que les impôts servent à couvrir des dépenses et que le lien peut-être n'est pas suffisamment fait entre ce que l'on paye comme impôt et les dépenses dont on bénéficie. On ne doit évidemment pas faire un lien direct entre le montant payé et le service reçu, parce qu'alors on est dans une idée de privatisation totale. Mais il y a un lien qui est fait entre ce qu'on verse comme impôt tout au long de l'année et ce que tout au long de notre vie, peut-être, on va pouvoir recevoir en termes de bénéfices des dépenses publiques. Et l'exemple actuel est très clair. Les impôts servent aussi à financer les systèmes de santé. Le système de santé, oui, bien entendu. Oui. D'où l'importance d'avoir un système fiscal qui fonctionne. Donc, on pourrait dire sucer à l'impôt, mais ce serait effectivement alors ne plus se donner les moyens de répondre à des besoins fondamentaux comme on peut l'exprimer aujourd'hui. On voit quand même tout le sens de l'action publique actuellement. Mais il semble y avoir quand même une insatisfaction par rapport au système fiscal tel qu'il fonctionne aujourd'hui, si je vous entends. Étienne, ton jugement serait aussi sévère par rapport à la fiscalité actuelle ? Oui, le jugement doit être sévère. Dès qu'il y a moyen de faire mieux, il faut être sévère. Il ne faut pas l'être à l'excès. Il ne faut pas tomber dans le populisme. Notre système fiscal ne semble pas optimal parce qu'effectivement, nous avons une pression fiscale agrégée qui est lourde. On fait partie des pays européens à connaître la pression fiscale la plus lourde. Et simultanément, on a une croissance économique qui est plutôt un petit peu inférieure à la moyenne et un niveau de satisfaction par rapport aux prestations publiques qui est plutôt aussi pas très élevé. Donc, on a l'impression qu'on paye beaucoup pour avoir peu de qualité. Et donc, comme le débat aujourd'hui porte sur les impôts, parlons de l'impôt. Donc oui, aujourd'hui, l'impôt ne donne pas satisfaction. C'est quand même bizarre dans un pays où on cherche à promouvoir l'activité que l'on commence par lourdement taxer le travail. Dans un pays qui se dit engagé dans la voie de la transition environnementale de si peu taxer la pollution, voilà une autre bizarrerie. Et on pourrait multiplier les exemples. Prenons le cas de la fiscalité immobilière. Il n'y aura personne en Belgique pour dire que notre fiscalité immobilière est bonne et intelligente et juste. Tout au plus, y aura-t-il des gens qui, craignant qu'une nouvelle et autre fiscalité immobilière les perturbe davantage, vont préférer le statu quo. Mais le statu quo est très clairement insatisfaisant. Laurence, personne pour défendre le système fiscal tel qu'il existe aujourd'hui ? Je pense que la question n'est pas vraiment de le défendre ou pas le défendre. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pense que vraiment, il y a une problématique de
de complexité. Et moi, j'ai deux images qui me viennent à la tête quand on parle du système fiscal. En fait, j'hésite entre le gruyère et le millefeuille, parce que je pense qu'on a une combinaison de gruyère et de millefeuille. Ça, c'est une image très représentative elle est très parlante. de notre système fiscal actuel. Et pour ceux dans les participants qui ont envie de s'intéresser à ça, il suffit d'aller voir le très récent rapport du Conseil supérieur des finances qui liste toutes les niches ou les incentives, parce que c'est pas toujours des niches, c'est aussi les incentives fiscaux qui existent. Et quand vous voyez le nombre de fois qui sont utilisés, c'est souvent ridicule. Et donc la réalité, c'est que le législateur fait des efforts pour favoriser l'activité, etc., mais que la complexité est devenue telle que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ça ne marche pas parce que le rapport coût-bénéfice n'est plus optimal. Il suffit de regarder aussi les déclarations fiscales et le nombre de codes pour celui qui veut avoir une image fiscale du millefeuille, parce que chaque code est une feuille du millefeuille. Donc, clairement, il faut simplifier, il faut réformer. Il y a une autre raison pour laquelle il me semble évident qu'il faut réformer et adapter, c'est effectivement tout ce qui est le numérique. Et là, la période qu'on vit va aller dans le même sens et ne va faire que renforcer et donner un sentiment d'urgence. Pourquoi ? Traditionnellement, par exemple, en fiscalité, en impôt direct, ce qui compte, c'est l'endroit où on se trouve, l'endroit où on exerce une activité. Lorsqu'on est transfrontalier, on travaille dans différents pays. Pour une société, c'est l'endroit où elle a un bureau, une secrétaire, des téléphones, une photocopieuse. Ça, c'est des éléments très importants sur le plan fiscal. Eh ben, aujourd'hui, on est tous à la maison. Une grande partie d'entre nous, on est tous à la maison et on fait en gros la même chose qu'avant, sauf qu'on est tous en la maison. Donc là-dessus, il y a une évolution qui est liée au monde d'aujourd'hui. La fiscalité doit s'adapter, mais je suis plutôt de ceux qui pensent qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais qu'il faut effectivement revoir un certain nombre de choses à cet égard-là. En tout cas, sur la nécessité de réformer, sur le problème de la complexité, il me semble y avoir un large consensus. On verra si sur la réponse, il y a également un consensus. Odile, je reviens vers toi, parce que la proposition, elle est radicale et elle se veut justement extrêmement simple. Elle a l'ambition d'éviter de pénaliser le travail. Elle a aussi l'ambition de pouvoir toucher les activités numériques. Donc, pas mal d'éléments qui ont été relevés dans les constats. Et donc, en quoi consiste cette solution miracle ? Qu'est-ce que serait la microtaxe ? Et donc, en fait, l'idée aujourd'hui, effectivement, on l'a dit, c'est que tout est principalement sur le travail et sur le lieu de production. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, l'idée, la TVA est sur la consommation, et là, on va partir sur là où se passe la dépense. Et donc, la microtaxe, concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est de mettre un algorithme sur les mouvements financiers des banques, et à chaque mouvement, aller prélever un petit montant qui, dans l'état actuel des choses, ce qui est proposé est à 0,5%. Donc aujourd'hui, on a une moyenne fiscale en Belgique de 45% par ménage. Ici, on va aller vers du 0,5% très clairement. Ça veut dire aussi que pour un indépendant qui va parfois jusqu'à du 75%, on en serait à du 0,5% par transaction. Alors, c'est vrai qu'il y a toutes des parties qui ne sont pas taxées actuellement, qui le deviendraient. Et donc, concrètement, pour un ménage qui a ses revenus, on va prendre de l'ordre de 3 000 €, eh bien, il serait taxé à chaque fois qu'il reçoit un montant de son employeur ou bien de ses clients, et à chaque fois qu'il effectue une dépense. Donc s'il dépense tout fin du mois, que ce soit aussi bien, soyons créatifs, c'est réellement l'objectif, c'est de faire table rase des croyances actuelles. On va vraiment aller taxer même le loyer, même le crédit, tout ce qui est comme dépense, de manière à aller, donc en fait l'employeur va payer, il y aura 0,25% qui seront prélevés sur la transaction chez le débiteur, chez l'employeur, et 0,25% sur l'acte de perception, et même chose lors de la dépense, il y aura donc 0,25 et 0,25 à chaque fois. Ça veut dire aussi, et je viens directement sur toutes les objections qu'on voit passer sur notre forum,
mais qu'on entend aussi directement, c'est le cash. On n'est pas pour la suppression du cash. Donc, le principe, c'est que quand on retire de l'argent, eh bien, il est microtaxé. Et là où on va le dépenser, ça reviendra de toute façon à un moment sur un compte en banque comme une recette d'une entreprise et ce sera microtaxé également. Je prends 3 exemples qui, dans la tête de monsieur, madame, tout le monde. Donc, celui qui veut acheter son joint, il peut. Celui qui veut aller à l'hôtel avec madame, il peut. Et, enfin, je veux dire, je ne m'en occupe pas. Et mamie qui veut donner la dringuelle au fiston, c'est tout à fait possible. Et il va acheter de l'argent avec ça, des bonbons à la Fancy Fair. Et à un moment, la Fancy Fair va mettre ça en recette sur le compte de sa banque. Donc, et d'où vient cette proposition? Comment? D'où vient cette proposition? Ce n'est pas en Belgique qu'elle a surgi pour la première fois. Alors, ça vient historiquement du projet de taxe Tobin dont on reparle un tout petit peu pour l'instant. Ça vient mais de qui était limité aux transactions financières. Voilà, exactement. Ici, on met ça sur toute l'assiette des mouvements financiers. Ça vient de Suisse. C'est un professeur d'université à Paris et à Zurich. Voilà, c'est ça, qui a fait toute la proposition. C'est pour l'instant à l'étude en Suisse. Ce sera soumis au référendum l'année prochaine, si tout va bien. Et la proposition que eux ont mis sur la table, c'est de faire une première année test avec un pourcentage encore plus infime que ça, vraiment un fifrelin pour vraiment faire un test pour voir vraiment quelle est l'assiette réelle. Et ça pourrait déjà la première année constituer une première ressource complémentaire, mais qui vraiment n'aura pas d'impact. Ce sera simplement pour aller mesurer vraiment les flux. Ça, c'est vraiment comme ça que la mise en œuvre se mettrait. C'est vraiment par l'expérimentation pour voir vraiment où sont les tenants et les aboutissants, parce qu'effectivement, ça n'a jamais été expérimenté en grandeur nature et il faut pouvoir mesurer ça. Je précise, on va parler tout à l'heure des GAFAM. Ryanair ne paye pas d'impôts en Belgique. Quand vous faites de la pub sur Facebook ou sur Google, c'est pas, ça ne génère aucune recette. Et aujourd'hui, tout ce qui va générer de l'activité, ce sont toutes les plateformes numériques. Okay. Et c'est très important d'aller chercher cet argent-là. Charlotte, est-ce que nous avons des premières réactions des internautes qui nous suivent par rapport d'abord au constat qui a été fait et à la proposition telle qu'elle a été présentée? Oui, alors il y a de nombreux internautes qui s'interrogent sur la faisabilité de la mise en place d'un tel système et sur les éventuels freins politiques, malheureusement. Donc, Christophe, par exemple, nous dit qu'est-ce qui pourrait freiner nos politiciens d'introduire cette taxe? On dit que le code fiscal est complexe, ancien et injuste, donc pourquoi nos politiciens, surtout de gauche, refuseraient? D'autres, comme Michel Courtin, s'inquiètent de voir la microtaxe non pas remplacer, mais s'ajouter à d'autres taxes. Ça, c'est quelque chose qui revient éventuellement. D'accord, oui. Donc, il n'y a pas de volonté de pression. En tout cas, ce qui est très clair, c'est que du côté des groupes qui défendent la microtaxe, la volonté est de remplacer et pas de s'ajouter. Mais bon, je sais un peu tôt d'abord pour poser la question des freins politiques. Me semble-t-il, il faut d'abord essayer de comprendre cette proposition et ses avantages et ses inconvénients. Je dirais peut-être s'il devait y avoir un premier frein, c'est justement que la proposition est mal connue et donc il faut étudier ses effets pour savoir si on est prêt à se positionner. Et j'aurais justement voulu savoir si, par exemple, au Tax Institute que vous co-présidez, est-ce que c'est une proposition qui est déjà discutée? Est-ce que c'est quelque chose qui est connu ou pas du tout encore? Isabelle, mettre le son. Voilà. Alors, je vais parler pour moi. Ce n'était pas totalement inconnu, mais je n'ai pas encore réellement travaillé, réfléchi là-dessus. Mais il y a probablement aussi dans les membres du Tax Institute d'autres personnes qui ont déjà investigué plus que moi probablement. D'accord. Et parce qu'on connaissait la taxe Tobin, ça par contre c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps. Ici c'est une forme de généralisation puisque on ne se limite pas à la question des transactions financières, mais à tout mouvement financier. Est-ce qu'il y a des analogies qu'on peut quand même faire, ou bien est-ce que ça en fait une proposition totalement différente? Ça en fait quand même une proposition totalement différente qui pose un certain nombre de questions extrêmement intéressantes. Et c'est une proposition qui a le mérite d'exister. Je pense que pour renouveler la fiscalité, il faut accepter de sortir du cadre. On parle souvent de l'impôt des personnes physiques, de l'impôt des sociétés. Oui, on réforme
est-ce qu'on le fait bien ou mal? Je n'en sais rien. Je ne vais pas débattre de ça tout de suite maintenant, mais on reste toujours dans ce cadre prédéfini de l'impôt des personnes physiques ou de l'impôt des sociétés ou de la TVA, où là nous avons quand même moins de marge de manœuvre. Ici, nous avons une proposition qui met quelque chose de tout à fait nouveau sur la table et quelque chose qui est aussi, je pense, réalisable encore à un niveau national, tandis que la taxe Tobin, par exemple, posait énormément de difficultés parce que on a des délocalisations très, très faciles des opérations visées. Mais pour cette taxe aussi ici, se poseront des questions sur le plan international. Donc, une première question est de savoir, est-ce qu'un État pourrait mettre cette taxe-là en œuvre tout seul, ou est-ce qu'il faudrait qu'un ensemble d'États y réfléchissent ensemble? D'un point de vue belge, nous avons la question de savoir qui serait compétent pour mettre cette taxe en place et comment est-ce qu'on ferait pour répartir les recettes entre les différentes entités d'un État fédéral. Voilà un certain nombre de questions qui sont posées, je pense. Et Étienne, d'un point de vue économique, comment envisager les conséquences de la mise en œuvre d'une telle taxe? Donc, d'abord, ce qui est frappant, c'est ce que la taxe remplace. Donc, fatalement, il y a un impact important au niveau du salaire brut qui commencerait à se confondre avec le salaire net. Mais quel serait, par exemple, l'impact sur le système de prix? Est-ce qu'il faudrait craindre, par exemple, une inflation importante? Il faut d'abord et avant tout ne pas espérer de miracle. Une taxe, a priori, c'est quelque chose que l'on paye pour ne rien avoir directement en retour. Ce n'est pas une redevance. On paye pour ne pas recevoir. Et il ne faut pas espérer pouvoir recevoir beaucoup sans que ça ne fasse mal à personne. Mais donc, qui seraient les personnes pénalisées? Où serait l'assiette fiscale fondamentalement et qui seraient les contributeurs? Parce qu'effectivement, la proposition ne dit pas qu'on va diminuer les recettes publiques. Au contraire, elle dit qu'on va élargir l'assiette de telle manière à ce que cette microtaxe permet de maintenir un même niveau de recettes publiques, mais en touchant d'autres personnes. Qui seraient les personnes qui seraient fondamentalement touchées par ce type de taxe? Le raisonnement simple, c'est de dire que ceux qui font moins de transactions que la moyenne y gagneraient et ceux qui font plus de transactions que la moyenne perdraient. En fait, il faudrait par ailleurs comparer à l'impôt que chacun paye aujourd'hui. Donc, globalement, on va dire celui qui a des hauts revenus, s'il fait plus de transactions ou portant sur des valeurs unitaires plus élevées, contribuerait davantage. On peut y voir une manière de lutter contre une forme d'évasion. Mais de nouveau, sachons voir que cette taxe qui se présente comme indolore ne le sera évidemment pas. Et ce que l'on sait aussi, c'est qu'une bonne taxe, c'est une taxe qui ne change pas trop les comportements. A priori, nous supposerons que chacun fait ce qu'il a envie de faire, ce qu'il pense être bon à faire pour lui. Et donc, la fiscalité doit être conçue de telle sorte qu'elle altère un minimum le comportement des individus, hormis, bien entendu, lorsqu'il s'agit d'altérer des comportements nuisibles du genre polluer ou fumer. Mais ici, la taxe semble être relativement neutre, puisque ce serait 0,5 sur toute forme de transaction. Ça semble neutre, justement. Si ce n'est que, entre guillemets, je vous fiche mon billet, que les gens vont effectivement recourir bien davantage à leur billet pour éviter cette taxe. Donc, on aura très certainement un redéploiement de l'usage du billet de banque pour éviter cette taxe. Je ne sais pas vous, mais moi, si je suis en rue et que je vois une pièce de 50 cents par terre, je la ramasse. 50 cents, ce n'est pas rien. Et donc, sur un achat de 100 €, 50 cents, plus 50 cents, plus 50 cents, les gens feront en sorte d'éviter. Donc ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, c'est qu'avec une telle taxe, vous n'avez absolument aucune internalisation des comportements nuisibles. Il vaut mieux taxer lourdement ce qui est polluant et encourager ce qui est bon. Dans vos transactions, vous pouvez acheter des pommes bio comme acheter des pommes nourries de sulfate et de glyphosate et de je ne sais pas tout quoi. Et donc, si les pommes bio ont le malheur d'être un peu plus chères, vous allez payer plus
au titre de votre taxe sur les transactions. C'est quand même pas tout à fait la fiscalité dont je rêverais. Il faut voir aussi que la bonne taxe, c'est une taxe qui est stabilisatrice. Aujourd'hui, dans la crise, nous avons que l'impôt diminue automatiquement. Du fait que les entreprises voient leurs profits se contracter, eh bien, l'impôt des sociétés va chuter. Et c'est très bien qu'il en aille ainsi. Les pouvoirs publics, au travers de la fiscalité, ont un effet stabilisateur. Avec une microtaxe, c'est nettement moins acquis que vous allez avoir le même effet de stabilisation. Donc, la microtaxe. Il y a moins de transactions pour l'instant, donc il y aurait aussi cet effet contre. Mais proportionnellement, il n'y a pas moins de transactions que par rapport au volume d'activité. Non, ok. On sait qu'avec l'appauvrissement que les ménages vont connaître, au final, eh bien, ils seront amenés à consommer davantage. Regardons en proportion, les Wallons consomment plus que les Flamands par rapport à leurs revenus, et donc proportionnellement, une assiette basée sur la TVA. Mais ici l'épargne serait aussi taxée, puisque c'est aussi un transfert. Ici, lorsqu'on met serait taxé parce que c'est effectivement une mutation. Et alors, ce sera mon dernier mot avant d'en revenir plus tard. Taxer les transactions n'a jamais été une bonne idée. Et c'est une des beautés intellectuelles de la TVA, c'est d'éviter le système de taxation en cascade. Prenons deux entreprises. Une entreprise qui est intégrée et qui s'occupe de différents stades de production d'un bien, par rapport à une autre entreprise qui n'est pas intégrée et qui se fournit auprès d'un fournisseur qui lui-même se fournit auprès d'un fournisseur. Et vous avez une segmentation de la chaîne de production. Dans le premier cas, vous payerez beaucoup moins de microtaxes que dans le second, alors que sur le plan économique, il n'y a aucune justification intellectuelle, et sur le plan de la justice fiscale, pas plus, à avoir une différenciation. Donc, taxer les transactions, c'est une mauvaise idée. Nous le faisons, nous le voyons en matière immobilière où nous taxons les transactions, et c'est une mauvaise idée. Ça n'est pas une bonne base d'imposition. Il faut taxer selon le patrimoine, selon le revenu ou selon l'incidence environnementale. Je vais revenir vers Odile, mais je vois Laurence qui opine de la tête. Donc, pour permettre à Odile de répondre aux deux, je vais demander. Laurence, tu es d'accord? Moi non plus, je ne crois pas au miracle. Et je pense que ce genre de taxes sont un peu des fausses bonnes idées. Moi, j'aimerais bien y croire, mais malheureusement, je n'y arrive pas. Et je vais tout à fait dans le sens de ce qu'a dit Étienne. Je pense que je partage ses réflexions. J'en ajouterai une. C'est qu'on perd toute idée de redistribution. Effectivement, de façon imparfaite aujourd'hui en Belgique, mais on taxe fondamentalement quoi? On taxe le revenu, on taxe la consommation. Alors la consommation, c'est en principe un peu à l'image du revenu aussi, quelque part un miroir du revenu, et on taxe le patrimoine. Ici, on va taxer des mouvements. J'ai presque envie de dire que c'est comme taxer en fonction, je ne sais pas, du nombre de carrelages que vous avez dans votre salle de bain. C'est la même chose. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que la base imposable n'a rien à voir. On peut taxer sur base de n'importe quoi, mais c'est complètement déconnecté de tout enrichissement ou de tout état de fortune. Et donc, j'ai envie de dire, c'est vraiment pour moi une taxe bête et méchante. Vous avez quelqu'un qui gagne 100 parce qu'il est dans un secteur à haute valeur ajoutée et il fait un bien par mois et il fait un bénéfice de 100, il y aura une fois la taxe. Vous avez quelqu'un qui, pour gagner ses 100, achète à 1000 et revend à 1001 100 fois. Vous allez avoir la taxe sur 1000 à l'entrée, sur 1000 à la sortie. Et 2 fois, si j'ai bien compris, parce que c'est chez l'acheteur et le vendeur. Donc, la réalité, c'est que vous avez un business à faible valeur ajoutée, mais les deux gagnent 100. Mais la réalité, c'est que l'un va avoir une fois la taxe économiquement, tandis que l'autre va avoir cet effet multiplicateur. Et j'ai beau tourner les choses tant que je veux, je n'y arrive pas. J'ajouterai encore un dernier élément. Je pense que le revenu et le rendement de cette taxe vient essentiellement des transactions qui sont faites par les entreprises, pas par madame qui va acheter son pain. C'est pas là qu'on va gagner et qu'on va pouvoir financer les finances publiques. C'est au niveau des marchés financiers, c'est au niveau des banques, c'est au niveau des entreprises. Alors, on retombe sur la problématique de la délocalisation. C'est un leurre de penser que notre petite Belgique peut aller toute seule. On n'a pas dit que c'était au niveau belge nécessairement. C'est une des questions qui avait été posée, ce que je veux dire, c'est que, notamment par Isabelle. En réponse à ce que disait Isabelle, je pense qu'ici, on a effectivement un problème de délocalisation de matières imposables et qu'à supposer
qu'on veut aller dans cette direction, ce que je pense qui serait tout à fait déconnecté de la réalité, ça doit se faire au moins au niveau européen, voire au niveau mondial, parce que sinon, ça n'a simplement pas de sens. C'est de là que viendraient les revenus. Je vais rendre la parole à Odile et puis je reviens. Je veux bien qu'Isabelle réagisse un tout petit peu et puis d'accord, ok, comme ça, c'est laisse. Ok, Isabelle. Rapidement. Odile, passe la parole. Merci. Je voulais réagir sur cette question de l'aspect international. On avait soulevé un problème pour la taxe Tobin, cette question internationale, en disant que si elle ne faisait pas l'objet d'une application universelle, elle ne pourrait pas fonctionner correctement. Ici, je ne suis pas aussi sûre. On est dans une espèce de mécanisme un peu similaire aux importations et aux exportations. Donc, je pense qu'il faut réfléchir plus avant. J'ai envie de dire qu'il nous faudra un petit peu plus de temps pour entrer dans la taxe et vraiment l'analyser. De même, sur la répercussion de la taxe. C'est vrai qu'ici, on taxerait chaque mouvement financier. Je comprends bien le fait que même si on utilise de l'argent liquide, il y a toujours un moment où il entre et où il sort. Moi, justement, en lisant les premières informations sur cette taxe, je m'étais dit, mais elle va inciter à supprimer l'argent liquide et pour moi, ça, ce serait vraiment une raison pour ne pas l'adopter. Mais pour d'autres considérations, des considérations fiscales. Pour les mouvements internationaux, je n'ai pas encore d'idée définitive. Pour la répercussion, et je reviens à ce que je voulais encore expliquer, pour la répercussion de la taxe, c'est toujours la question de savoir, mais qui supporte finalement la taxe? On le voit bien avec la taxe GAFA, qui a été instaurée dans une première tentative avortée par la France. Donc, c'est la taxe sur les géants du numérique. Hein. Donc, c'est une taxe qui serait liée à leur chiffre d'affaires. Voilà. La France l'a introduite l'année passée pour la retirer très rapidement sous des pressions extérieures. Américaines, notamment, oui. Tout de suite, les contribuables qui devaient payer la taxe n'en ont pas supporté la charge. Ils se sont dit, nous augmentons le prix de la prestation et notre bénéfice restera le même. Donc, chaque fois qu'il y a une taxe, la personne qui doit la payer se demande mais comment est-ce que je fais pour la répercuter économiquement sur quelqu'un d'autre. La question se pose ici aussi et je n'ai pas de réponse sur la manière dont elle va se répercuter en espèces. Ok, mais Odile, je vais essayer alors de résumer 2-3 points pour donner le maximum de chances de répondre. Et parce que j'ai noté plusieurs points, mais notamment, puisque je pense que d'ailleurs c'est quelque chose qui est important pour les promoteurs de la taxe, c'est justement de soutenir l'activité des entreprises. Mais si j'entends bien, pour une entreprise naissante, qui, par exemple, c'était qui n'a peut-être pas de bénéfice, qui a un chiffre d'affaires, mais pas encore de bénéfice, hein, ou est-ce que cette entreprise, finalement, elle ne va pas être taxée davantage avec l'impôt des sociétés actuel. C'était aussi le cas qui a été évoqué par Laurence, hein, d'une entreprise qui a besoin de faire beaucoup de transactions et donc d'avoir un gros chiffre d'affaires pour dégager un petit bénéfice par rapport à une entreprise qui a un petit chiffre d'affaires mais qui fait son bénéfice sur un plus petit chiffre d'affaires. Et elles ne vont pas être traitées de la même manière. Et donc, est-ce que ça ne va pas pénaliser toute une série d'entreprises, notamment les entreprises naissantes? C'était notamment l'argument de Laurence, je pense. Allez, ok. On part d'abord là-dessus. Je voudrais quand même juste revenir sur l'argument de M. de Calataille. Le taux, il est de 0,5%. Hein, oui, par rapport à l'IPP. Ouais. L'IPP, la première tranche, à partir de 8 000 €, c'est 25%, hein, quand même, 8 000 € annuels. Hein. Donc, quand même, qu'on remette les choses dans leur juste milieu, le taux moyen d'imposition de chaque ménage, il est rarement égal à 0. Hein. C'est vraiment dans les bas revenus. Et d'ailleurs, étant donné que l'assiette étant plus importante, le but est d'aller vers des recettes d'État beaucoup plus importantes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi envisager du revenu universel et des redistributions sociales plus équitables. Ça, plein de choses sont à nouveau possibles. Okay. Maintenant, si on vient sur l'impôt des sociétés, ça fonctionne exactement
le bilan d'une société, c'est exactement la même chose que les revenus d'un ménage. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui rentre et de l'argent qui sort. Effectivement, c'est microtaxé à l'entrée et à l'achat. C'est microtaxé sur l'entièreté du chiffre d'affaires et c'est microtaxé sur l'entièreté des achats. OK. Imaginons, il n'y a pas de bénéfice. Une entreprise sans bénéfice chronique n'a aucun intérêt. Je dis toujours à des entrepreneurs, quand vous êtes en perte, ça veut dire que vous payez pour travailler. Donc le but d'une société, c'est de faire du bénéfice, de 1. De 2, une entreprise starter. Imaginons qu'on passe à ça en Wallonie, en Belgique, mais on devient évidemment attractif pour tous les starters. Trouver des endroits où on peut aller mettre le siège d'une société où il n'y a pas d'impôt, ou alors très très minime, franchement, on attire plein de startups innovantes. Il y a un impôt sur le chiffre d'affaires quand même. Oui. Ça, c'est deuxième chose. Ce que je voulais venir aussi sur les chaînes de production, à nouveau, chiffre d'affaires. Quand on achète, non les charges, pardon, quand on achète des choses, qu'on produise ou qu'on achète, ça revient exactement au même. C'est-à-dire que l'entièreté des charges est microtaxée et l'entièreté du chiffre d'affaires est microtaxée à un taux ridicule. Alors je reviens sur le starter qui démarre son activité et qui ne fera peut-être pas de bénéfice la première année. Ce bonhomme, pour vivre, il a besoin de manger. Donc il va se prendre des revenus de dirigeant à titre privé. Et à titre privé, qu'est-ce qu'il va avoir? Du 0,5% au niveau de ses dépenses personnelles pour vivre et au niveau de sa recette, donc de son revenu. Mais 0,5%, je reviens là-dessus. À nouveau, l'IPP, entre 25 et 50% minimum. Donc franchement... Mais comment est-ce qu'on génère autant alors que si c'est 0,5%, si le taux est si faible, c'est que l'assiette est très grande. Ah, ça c'est exactement l'objectif, tout à fait. Donc, quelle est la composition de cette assiette? Où sont, alors si vous et moi nous ne payons pas, si les entrepreneurs ne payent pas, puisque, comme vous le dites, le taux est faible, qui paye fondamentalement? Ah si, ils payent, tout le monde paye. Oui, mais 0,5, vous dites... Oui, mais c'est la même chose pour tout le monde, le 0,5. Oui, alors, oui, bien en fait, sûr. Si on reprend, à savoir aussi qu'il faut envisager un système effectivement de consolidation. C'est-à-dire que si je mets de l'argent sur mon compte épargne et que j'en reprends un petit peu au fil du mois, effectivement, il faut une consolidation par ménage, à mon sens, et aussi au niveau des entreprises, parce que c'est vrai que souvent en Belgique, un entrepreneur qui se développe finit par avoir 2-3 sociétés. Donc, c'est comme l'unité TVA. À un moment, il faut envisager une consolidation au niveau des petits groupes, on va dire, des grappes d'entreprises. Alors maintenant, votre question était au niveau de l'assiette. Au niveau de l'assiette, oui, effectivement, on va chercher plus loin. C'est-à-dire que dans le PIB, dans les revenus de l'État, quasiment la moitié, si je ne m'abuse, peut-être même, je me demande, j'avais eu des chiffres à un moment de 64% sont dus aux revenus de l'IPP et 8% au niveau de l'impôt des sociétés. D'autres choses, et pourquoi c'est plus faible au niveau des sociétés? Parce que les autres recettes sont principalement au niveau de choses internes, au niveau de l'État, des recettes propres de l'État, mais pas de contribuables. L'impôt des sociétés est un impôt résiduel, c'est-à-dire qu'on en paye seulement si on laisse des choses du bénéfice dans sa société. Donc, qu'on génère plus de recettes, donc de bénéfices qu'on en a besoin pour vivre dans son ménage. Donc, ça veut dire que ça permet de capitaliser pour faire des investissements ou pour éventuellement faire une tirelire qui sera taxée à la sortie dans l'état actuel de choses de l'impôt des sociétés. Qui est-ce qui ne paye pas d'impôt en Belgique? Mais toutes les multinationales, Ryanair, ils payent rien du tout ici. Le dumping social, ils payent rien du tout ici. Les GAFAM, ils payent rien du tout ici. À un moment, de toute façon, des dépenses qui dépensent pour la plupart du temps tout leur salaire et ces dépenses-là sont de plus en plus orientées vers l'étranger. À un moment, il va bien falloir quand même que ces recettes-là soient taxées là où la dépense est effectuée. Et donc, on parle de flux financiers, on ne parle plus de dépenses et de recettes. Ok. Bon, Charlotte, tu es de retour avec un invité. Peux-tu nous le présenter ? Oui. Donc, bonjour Luigi, vous êtes membre fondateur de Harmonica Microtax. Vous êtes là pour promouvoir... Harmonia, oui, pardon. Je joue de l'harmonica, mais Harmonia. L'harmonica peut être harmonieux. Hein. Je vous en prie.
Donc, dans la société civile, académique et politique, vous allez nous donner votre avis parce que on a un sondage très serré qui a été lancé par rapport à la microtaxe. Est-elle la solution miracle? On tourne autour de 50% de oui, 50% de non, 49, 51. Donc, c'est vraiment très, très, très serré. Avez-vous quelque chose pour remettre la microtaxe au goût par rapport à toutes les personnes qui nous écoutent? Je vous remercie d'abord de m'avoir invité. Et je félicite Odile pour les explications qu'elle vient de donner, parce que c'est effectivement pas évident de faire comprendre aux gens ce qu'est réellement la microtaxe. Et j'en veux pour preuve le superbe panel que vous avez aujourd'hui, qui, je pense, n'a pas vraiment pris la peine de regarder ce que c'était. Et si je puis me permettre, puisque nous avons des fiscalistes dans le panel et des économistes, j'aimerais quand même repositionner, Odile l'a déjà fait, mais je voudrais le repositionner aussi en d'autres termes, peut-être la microtaxe. De l'avis des spécialistes de la finance publique, une bonne taxe est celle qui rapporte beaucoup au gouvernement sans entraîner de révolte des citoyens ni de distorsion trop importante des activités économiques. Et M. de Calatay nous l'a rappelé d'ailleurs. Pour apporter beaucoup, une taxe doit avoir une assiette très large, être difficile à éviter et facile à collecter. Je crois que nous pouvons tous nous mettre d'accord sur ces trois principes de base. Pour ne pas provoquer de révolte des citoyens, elle doit être juste. Peu ou pas d'exemption, les riches doivent payer plus que la classe moyenne, pas trop d'exceptions, simple et transparente. Ce n'est pas toujours le cas dans notre code fiscal qui compte plus de, je ne sais pas. Il y avait moi, consensus effectivement sur ces éléments-là. Voilà. Et je continue. Pour ne pas provoquer de distorsion importante dans l'activité économique, son taux doit être très faible. On peut être d'accord sur cette hypothèse de départ qui définit, je dirais, une bonne taxe. Eh bien, la microtaxe satisferait parfaitement à tous ces critères. Je vais vous expliquer pourquoi. 1. Son assiette serait très large, puisqu'elle couvrirait l'ensemble des transactions sur les comptes courants des contribuables, particuliers et entreprises. Et également, et c'est important à signaler parce que ça ne l'a pas encore été jusqu'à présent, elle porterait dans cette assiette également toutes les transactions effectuées dans la finance spéculative, dont je parlerai très brièvement après. Son taux serait très faible, on l'a dit, moins de 0,5%, de façon à entraîner peu de distorsions économiques. Elle rencontrerait le soutien de l'essentiel de la population, car elle ne s'ouvrirait d'aucune exemption et serait perçue comme juste. Et enfin, elle serait collectée automatiquement par un algorithme, comme le dit très bien Odile, par les banques. Quelques lignes de code informatique pourraient remplacer toutes les déclarations fiscales coûteuses et sujettes à manipulation. Donc, la microtaxe rencontre le principe de base de tous les spécialistes de la finance publique. Donc, je ne comprends pas pourquoi il y a autant de réticence à élargir son esprit, à avoir une approche intellectuelle un peu libérée et rencontrer un paradigme qui va pouvoir nous permettre de vraiment rencontrer les différents conséquences de la crise que nous venons d'abord de passer et ensuite tout simplement les défis de notre société. Défis de robotisation des métiers, défis également d'internationalisation des échanges et de digitalisation de tous les échanges. Donc, je pense que sur tous ces éléments-là, il y a un consensus. Je pense parce que là, Étienne me semble notamment être interpellé indirectement. Est-ce que c'est pas sur de difficile à éviter que Laurence et toi, notamment, vous avez questionné et interrogé la possibilité qu'il y ait trop facilement d'éviction, que ce soit le cash ou que ce soit via des mouvements internationaux. Est-ce que c'était pas notamment, Je voudrais tout simplement remettre en perspective de quoi nous parlons, n'est-ce pas? En fait, il y a une étude qui a été faite par les professeurs Kahn, Quinn et Robert en 2014. ont analysé, si vous voulez, toute l'historique de 1760 à nos jours du ratio entre le volume total des transactions et le produit intérieur brut. Donc, vous voyez, vous prenez le volume total de transactions dans un environnement et le produit intérieur brut de ce même environnement au niveau mondial. On est à 150 fois supérieur. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est entre 1760 et 1960, donc pendant 2 siècles, il était inférieur à 8. Donc, ce ratio, je répète, volume des transactions divisé par produit intérieur brut, inférieur à 8. Aujourd'hui, savez-vous de quel ordre il est? Il est de l'ordre de 100. Il est de l'ordre de 100. C'est pour ça d'ailleurs que vous arrivez à 0,5%. Vous vous dites 0,5 fois 100 égale 50%. Voilà. Absolument, Laurent. Plus ou moins le niveau de la taxation actuelle. Laurent, vous avez tout à fait compris. Voilà. Donc, ne serait-il pas légitime de taxer cette spéculation à la fois pour des raisons d'harmonisation fiscale et aussi parce que la finance dérivée a pris une part beaucoup trop importante dans nos économies. Elle la déstabilise au détriment de la finance fondamentale. Merci beaucoup, Luigi. Je pense que c'est clair et on sent bien que l'élargissement
l'élargissement de l'assiette et la capacité à faire contribuer de nouveaux acteurs est un des arguments les plus forts en faveur de la microtaxe. Et je pense d'ailleurs que c'est quelque chose auquel, Étienne, tu es sensible. Très certainement. Mais de penser que nous allons remplacer 99% de la fiscalité par la taxation de la spéculation, ça me semble être plus qu'un doux rêve. Il n'y aura jamais personne pour dire que la spéculation, c'est une bonne chose. Il y aura vraisemblablement un large consensus pour penser que si ces gens qui se livrent à ces viles spéculations contribuaient davantage, ce serait bien. Mais croire un quart d'instant que nous allons collecter la totalité ou la quasi-totalité de l'impôt en taxant cette spéculation, c'est berner la population et donc c'est mener un mauvais combat qui nous éloigne des vrais enjeux qui sont notamment environnementaux. Tu serais plus favorable à une forme de taxe Tobin, par exemple, qui serait uniquement sur les transactions financières et qui viendrait compléter une taxation plus classique? Alors, de nouveau, je ne suis pas sûr qu'une transaction financière soit génétiquement mauvaise. Ce n'est pas parce que vous achetez une action ou une obligation que vous faites quelque chose de mal. Mais alors, comment mettrais-tu davantage à contribution les revenus financiers? Je pense qu'il vaut mieux en rester à une logique de capacité contributive individuelle et que s'il fallait mener un combat en la matière, ce serait davantage pour éviter des mécanismes d'évitement de l'impôt qui sont source de distorsion, et ce serait d'avoir une taxation des plus-values qui s'aligne avec la taxation des dividendes et autres revenus, des mesures telles que celles-là qui vont au contraire harmoniser notre fiscalité tout en accentuant le côté redistributif, mais non pas se leurrer de ces doux rêves où l'on pense que c'est les vilains, les méchants et les gros et riches. D'accord. D'abord Laurence. Pas du tout. Luigi. Non, Luigi, je vais permettre aux autres aussi de répondre. D'accord. Moi, de nouveau, j'abonde dans le même sens. Je voudrais bien y croire. Moi, je ne demanderais pas mieux, mais je pense que ça ne marche pas pour la simple et bonne raison que, de nouveau, l'assiette telle qu'elle est calculée est une assiette dans une situation qui est dans une situation as-is. Et la réalité des choses, c'est que cette taxe, si elle devait être introduite, à moins que ce soit à un niveau tout à fait mondial, le cas échéant, eh bien, l'assiette ne serait plus la même. Et donc, on ne saurait pas combler le besoin en finances publiques. De nouveau, on a commencé par dire que la fiscalité était très complexe, on est tous d'accord là-dedans. Ça vaut aussi pour la fiscalité, effectivement, des placements financiers. Rien qu'à commencer par taxer tous les investissements, les revenus de tous les investissements de la même manière, et donc en fonction de l'enrichissement de celui qui investit dans quelque chose, ça c'est quelque chose qui respecte l'idée d'une capacité distributive et qui aurait un effet de level playing field au niveau du secteur financier. Donc je pense simplement que c'est une idée conceptuelle qui est séduisante, mais que malheureusement, si on devait l'implémenter en Belgique, comme ça, je pense que nos finances publiques iraient droit à la catastrophe et que la réalité des choses, c'est qu'il faut effectivement rester sur un certain nombre de principes de base en matière fiscale, c'est-à-dire de taxer la richesse, la création de richesse en tant que telle, mais il faut simplifier absolument et moderniser. J'ai entendu plusieurs fois Ryanair et les GAFA, on va y venir, mais Ryanair, bien sûr, il y a un problème de critères de rattachement des revenus d'entreprises internationales comme Ryanair. Et là, il faut solutionner, c'est la même chose pour les GAFA, pour le monde digital, il faut travailler à ça, il faut trouver des solutions, mais je pense qu'on est parfaitement capable, avec un peu de bonne volonté politique, de taxer le revenu où il doit l'être. Sur les GAFA, c'est aussi un chiffre d'affaires qu'on envisageait de taxer. Ce n'était pas une recette, enfin, ce n'était pas un profit. Oui, mais c'est parce que, donc de nouveau, là, l'idée, c'est quoi? C'est de dire où est la création de richesse. Et pour les GAFA, la création de richesse est à l'endroit où est le consommateur. Mais l'idée de base reste celle de la création de richesse et on ne peut pas savoir quel est le bénéfice réel au niveau de l'entreprise. Et donc, on se raccroche à ça. Mais même dans la taxation des GAFA, le principe de base et la philosophie reste de taxer la création de valeur à l'endroit où elle est réalisée. Isabelle, également ce même scepticisme finalement, ou j'avais senti quand même plus d'intérêt
dans les interventions précédentes. Sur le plan intellectuel, je ne peux pas dire que je ne me suis pas intéressée à cette microtaxe avant ce débat. J'ai préparé le débat et j'ai essayé de trouver des informations et de réfléchir à ces questions. Intellectuellement, c'est extrêmement stimulant, donc ça vaut déjà la peine l'exercice pour le plaisir de faire l'exercice. Je pensais avoir compris, mais vous me rectifierez peut-être que les Suisses envisagent déjà de faire un référendum. Oui, une votation, effectivement. Il y a une récolte de signatures qui est en cours pour l'instant. C'est extrêmement intéressant de se dire qu'un pays comme la Suisse réfléchit à faire un référendum parce que ça montre qu'il y a une réflexion citoyenne. Et les Suisses sont des gens sérieux. Et ça indique quand même que ça mérite réflexion, ça mérite analyse et ça mérite de se poser la question de savoir ce qu'on veut faire. Cependant, j'avais quand même quelques points à soulever et que je ne veux pas présenter non plus comme des objections définitives, mais plutôt des éléments sur lesquels il est intéressant. C'est ce qui fait avancer le débat. C'est d'abord la notion même d'impôt, ce que ça implique dans la relation avec le citoyen. Ici, on arriverait en quelque sorte à une taxe invisible. On se rendrait même plus compte qu'elle est perçue. Et ça, il faut voir, est-ce que ça doit être considéré comme un problème ou pas. Dans la taxe cumulative en cascade, dont on a déjà parlé pour son effet de cascade, mais pas dans son effet de cumul, dans la taxe cumulative en cascade, on avait un système où on appliquait un taux d'imposition très bas qui générait beaucoup de recettes fiscales en raison de ce qu'à chaque stade de production, on retaxe c'est le même cas ici. Et les impôts qui sont compris dedans. Et là, on a un discours vis-à-vis du contribuable qui permet de dire, mais regardez, la taxe est à 3%. Mais en réalité, sauf si on intègre verticalement l'économie, la charge finale est beaucoup plus élevée que ces 3%. Ici, ce serait le cas ici aussi. Non, je ne dis pas qu'on aurait cet effet de cumul, mais on aurait un effet d'invisibilité. La taxe, elle est perçue par une écriture comptable, on ne la voit plus, et puis elle arrive, et puis l'État... Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que chaque producteur répercute le coût de la taxe et donc que ça fasse l'effet cumulatif et que ça produise une inflation? J'en sais rien, je pose une question. Il y a cette question de la répercussion de la charge de la taxe que je n'ai pas encore résolue. Il y a une question de cascade que Étienne de Calatayud a mentionné tout à l'heure. Je l'entends, mais moi j'ai besoin de réfléchir plus au fonctionnement de cette taxe avant de me prononcer. Par contre, toujours dans ces aspects techniques, il y a quand même des questions que je me pose. Nous aurions des algorithmes. Qui établit ces algorithmes, qui les contrôle et quelle est la résistance à la fraude? Est-ce qu'on peut imaginer que ceux qui sont chargés de mettre en œuvre les algorithmes et de collecter, de verser la taxe au pouvoir percepteur pourraient manipuler les algorithmes? Comment est-ce qu'on contrôlerait? Comment est-ce qu'on peut imaginer que des hackers viennent manipuler l'algorithme et détourne une partie de la recette fiscale? Et ça pose plus fondamentalement encore, ici je suis peut-être dans de la politique fiction, je ne sais pas, mais tout est possible probablement, et plus important peut-être, est-ce que nous ne devons pas envisager aussi le risque qu'il y ait à un moment donné un blocage total du système informatique, plus rien qui fonctionne, et si cette taxe est devenue une taxe unique, il n'y a plus aucune recette. Oui, ok. C'est vrai qu'on dit souvent que c'est dangereux. Je pense qu'il faut y réfléchir aussi. Oui, qu'il y a un risque quand il n'y a qu'une seule source de financement, ça crée, donc il y a besoin d'une biodiversité fiscale, si je puis dire. On risque l'État de se fragiliser parce qu'il est totalement dépendant d'un système informatique. Voilà. Odile, peut-être justement sur cette question de la collecte, les risques que cela implique éventuellement, ou le troisième principe de Luigi finalement, est-ce que qui est un argument en faveur de la microtaxe, cette facilité apparente de collecte, mais est-ce que ça peut pas se retourner finalement contre le système fiscal et contre l'État, notamment en termes de risque de manipulation
comme vient de suggérer, ou de poser simplement la question, Isabelle. Je voulais d'abord remercier Luigi pour son avis complémentaire, effectivement, des précisions plus en avant, et Isabelle pour votre curiosité, merci beaucoup. À savoir aussi qu'en matière de simplification en Suisse, le projet de loi tel qu'il est soumis pour l'instant, non pas à référendum, mais effectivement à enquête, le projet de loi fait 2 pages. Hein. Oui, en termes de Belgique, simplification, c'est difficile de faire mieux, ça c'est sûr. la doctrine, rien que sur la TVA sur les véhicules de société, c'est 500 pages. Hein. Rien que la doctrine. Hein. Donc voilà, c'est juste à titre comparatif. Et je mets de côté tout de suite les voitures de société. On réagit pour l'instant de manière innovante. Donc on l'a dit, sortir du cadre, réfléchir au sens large. Et donc quand on innove, le principe c'est de partir d'un prototype. Le prototype, on en discute là pour l'instant. Le but, c'est de travailler de manière lean, c'est-à-dire qu'on présente le sujet, on en discute, on obtient les objections, on voit comment on peut creuser ça plus loin. Donc, c'est ce qu'on fait. Voilà. Plus on lèvera les objections et plus on sera constructif. Donc, effectivement, le but, c'est de pouvoir en parler avec tout le monde. Moi, je peux l'analyser à mon niveau économique. Mais effectivement, nous sommes ouverts à toute discussion et si au plus ce projet sera étudié, au plus il sera plus fin et de toute façon, à partir du moment où ça va... Le but de toute façon, c'est de générer des recettes. Hein, ça, il va bien falloir se le mettre en tête. On va vers un problème crise majeure au niveau de l'emploi. On sait déjà pas comment dans 20 ans on va financer les pensions. Il va falloir être créatif, hein, parce que si on perd 30% de l'emploi, parce qu'il y a des gens qui on est d'accord. chômage, mais en plus ne génèrent plus rien. Là, franchement, je sais pas comment on va faire en Belgique, hein, mais il va falloir franchement trouver des solutions. Donc, out of the box, hein, les gars. Ok, Luigi, peut-être on va terminer sur la microtaxe. Donc, je ne sais pas s'il y a un dernier mot peut-être. Oui, enfin 4 points. Donc répondre peut-être rapidement. Oui, très très rapidement. Merci. D'abord, je félicite M. de Calaté de participer à un tel débat parce que ce n'est pas son écosystème naturel, je veux dire. Parler d'autre chose que d'une finance naturelle. Peut-être pas d'argument personnel, merci. Non, mais la spéculation, en fait, n'est pas quelque chose de négatif pour l'économie, il faut bien le comprendre. La spéculation est nécessaire au bon fonctionnement de l'économie. C'est d'ailleurs un élément régulateur des marchés. Donc ça, c'est bien important à signaler. Donc il n'y a aucune attaque sur la spéculation. Elle est importante et les spéculateurs sont des personnes tout à fait nécessaires au bon fonctionnement du marché. 2, la possibilité de hacker les différents algorithmes qui pourraient être mis pour percevoir la microtaxe. Ces algorithmes seraient mis dans le secteur bancaire et vous savez que le secteur bancaire est régulé par la FSMA, par la BNB et par la BCE et ils sont sous un module régulatoire de sécurité qui est largement plus important que celle que les entreprises ont aujourd'hui. Donc, dans ce contexte-là, le seul fait que ce soit les banques qui mettent en place ce système de perception et d'algorithme de perception de la microtaxe rassure sur le fait de la non-attaque et de la fiabilité de l'environnement. Parce que si on attaque le système microtaxe, ça veut dire qu'on a attaqué la banque. Et si on attaque la banque, eh bien, ça va bouger tout de suite. Donc, par nature, je dirais, la microtaxe est bien mieux protégée aujourd'hui que les perceptions que nous pouvons faire automatiquement sur les comptes des différents citoyens aujourd'hui. Et enfin, au niveau des algorithmes, eh bien, les algorithmes, c'est 2 lignes de code. Hein, c'est pas non plus la fin du monde d'écrire 2 lignes de code pour percevoir les 0,5% et les envoyer au trésor. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Je pense que l'échange était passionnant. Je retiens le mot de curiosité et de out of the box. Hein. Donc, je pense qu'effectivement, on est face à des défis qui nous invitent à penser autrement. Je retiens aussi qu'il y a quand même encore toute une série de questions, et notamment pour rester sur les principes. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est à la fois, je pense, l'appréhension qui est encore sous forme de questions des implications économiques, et notamment, est-ce qu'il va y avoir des jeux de cascade? Est-ce que les entreprises seront pénalisées? Donc, je pense qu'il y a une réflexion à poursuivre là-dessus, notamment le principe difficile est-ce que l'assiette, est-ce que l'impôt sera difficile à éviter? Que deviendra cette assiette? Est-ce qu'il y a un risque de transferts internationaux, etc. Tout ça, ce sont des questions qui méritent, à mon avis, certainement d'être approfondies. Mais je retiens aussi que les promoteurs de la microtaxe sont conscients aussi
vous proposez d'avancer de manière progressive en testant d'abord cette microtaxe. Donc, ça vaut la peine certainement de continuer à réfléchir, notamment parce qu'un des avantages indéniables de cette microtaxe, c'est certainement sa simplicité, donc incontestablement, et cette capacité d'élargissement de l'assiette fiscale, puisque là, il y avait d'ailleurs consensus sur la nécessité de parvenir à faire contribuer les nouvelles types d'activités économiques. Je voudrais revenir là-dessus, mais non plus à travers la microtaxe, mais à travers les alternatives. Isabelle, notamment sur le plan européen, on discute beaucoup de cette taxe GAFA, où on a fait allusion tout à l'heure, la France avait essayé de le mettre en avant, mais est-ce qu'une taxation sur les entreprises numériques pourrait être une source de recettes propres pour l'Union européenne ? Alors, il y a deux questions dans cette question. C'est la question de la taxation du digital d'une part et c'est la question de l'affectation de la recette d'une telle taxe d'autre part. Les deux questions sont évidemment tout à fait liées ici. La difficulté à l'heure actuelle, spécialement en Europe, c'est que les États sont encore très attachés à ce qu'on appelle la souveraineté fiscale. Ils veulent maîtriser leur capacité de prélever l'impôt. On peut les comprendre puisqu'ils doivent gérer un certain nombre de dépenses. Au niveau européen, en 1957, dans le traité de Rome, on a prévu un financement de cette association d'États, d'abord par des contributions nationales, ce qui est le fonctionnement normal, mais qui fragilise l'institution internationale parce qu'elle dépend toujours du bon vouloir des États, mais avec l'ambition, dès le départ, de passer rapidement à un système de ressources propres. On est arrivé globalement, mais pour une très courte période, et maintenant nous sommes de nouveau dans un système de contribution nationale qui rend de nouveau l'Union européenne extrêmement dépendante des États et qui, me semble-t-il, entrave ces possibilités d'action. Pour changer quelque chose, il faut que les États membres se mettent d'accord ici à l'unanimité et il y a des blocages à l'heure actuelle. Et c'est vrai que plus on est d'États membres, plus c'est difficile d'arriver à cette fameuse unanimité. Alors, quelles sont les initiatives au niveau européen pour le moment? Depuis longtemps, il y a sur la table de la Commission européenne une proposition de taxation consolidée à l'impôt des sociétés. Et c'est un beau projet qui a déjà amené concrètement un certain nombre de choses parce qu'on remarque qu'il y a quand même sur un certain nombre de règles techniques des rapprochements des législations des États membres, mais de nouveau, chaque État membre garde la maîtrise jusqu'ici sur son impôt des sociétés. Alors, l'idée, c'est de soumettre à un régime particulier les sociétés qui sont des sociétés multinationales avec des filiales dans différents États membres et d'avoir une seule base imposable consolidée pour l'ensemble des sociétés qui appartiennent à ce groupe, ce qui permet d'avoir une base, une seule déclaration fiscale, un seul interlocuteur pour le contrôle et une seule législation à appliquer, puisque une multinationale qui aurait une filiale dans 27 États membres doit, à l'heure actuelle, connaître 27 législations fiscales et remplir 27 déclarations et subir 27 contrôles potentiels. Donc, c'est lourd à gérer et c'est coûteux. La question, évidemment, c'est que si on a cette base d'imposition consolidée unique, il y a une recette fiscale et la question est de savoir à qui va la recette fiscale. Si on dit c'est aux États membres, alors il faut s'interroger sur la manière dont on va répartir cette recette fiscale entre les États membres et c'est là que le projet coince. Donc, en l'état actuel, les États n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la répartition du gâteau entre eux. Et la Commission a alors présenté une proposition alternative où on passerait à une certaine harmonisation des règles, mais dans un contexte purement national. Alors, il est clair qu'une possibilité, mais qui n'est pas envisagée politiquement, ce serait de dire cet impôt des sociétés sur une base consolidée, faisons-en une ressource
propre à l'Union européenne, faisons-en un impôt européen. Je pense qu'il faudrait réfléchir à ça parce qu'il est important aussi de réfléchir plus largement à l'avenir de cette Union européenne qui nous a apporté beaucoup de choses et qui continue à nous apporter beaucoup de choses. Et les citoyens ne s'en rendent peut-être pas suffisamment compte, mais l'Union européenne est clairement en difficulté à l'heure actuelle, elle manque de projets et on voit clairement un mouvement de repli sur soi des différents États membres. Donc là aussi, il y a une réflexion profonde à avoir et cette réflexion est liée à son financement également. Merci beaucoup. Laurence, sur l'évolution de cette taxe à la fois donc, au niveau européen, donc est-ce que c'est quelque chose qui serait souhaitable, une plus grande harmonisation au niveau européen, et éventuellement la transformation de recettes propres, même si ce n'est pas actuellement sur la table? Alors pour moi, les recettes propres ou pas, ça c'est vraiment un débat politique et d'équilibre entre l'Europe, les niveaux nationaux, les régions. Donc je vais parquer tout de suite le point, je ne me sens pas compétente à ce niveau-là. Tout ce qui compte, c'est de collecter l'impôt et de le collecter de façon efficace. De nouveau, je reviens à un point que j'ai mis en avant déjà par la suite. Il y a un problème fondamental aujourd'hui dans le monde des GAFA et de certains types de multinationales, c'est le problème du rattachement des profits à un système fiscal. Et ça, c'est un problème qu'on rencontre au niveau mondial. Je reviens sur les Ryanair, les Facebook, etc. Le problème, c'est que personne n'a le droit de taxer tout. Ce sont des organisations qui passent au travers les mailles du filet. On ne sait pas les localiser parce que... Ils sont dans les trous du gruyère. Oui, parce que c'est pas lié à des usines comme on connaît les concepts traditionnels où on peut rattacher des fonctions bien clés. C'est l'industrie du service international, etc. Et là, pour moi, je pense qu'il faut être ambitieux. Il faut voir au niveau mondial parce que l'Europe, c'est bien. Mais si on n'a qu'un système au niveau européen, certaines entreprises mettront leur siège en dehors de l'Union européenne et le tour sera joué. Il faut trouver un système alternatif de rattachement pour que ces entreprises payent les impôts aux endroits où elles créent de la valeur. Alors qu'on ait un système où elles sont taxées sur la totalité à un endroit et qu'après on redistribue entre différentes clés d'allocation ou qu'on répartisse la base entre différents endroits pour taxer localement, de nouveau, les deux systèmes sont possibles, mais pour moi, ce qui nous manque réellement par rapport à la problématique GAFA et des multinationales, c'est ça. Et là, il faut être créatif, il faut réfléchir aux bons critères. Qu'est-ce qui fait finalement, quelle est la création de valeur d'un Facebook en Belgique? Comment est-ce qu'on la mesure? Quelle est la quote-part de son produit qu'on peut considérer qui est due à nous tous qui sommes des consommateurs et qui utilisons Facebook au moment où je vous parle? Et ça, c'est vraiment ce sur quoi il faut réfléchir, et alors il faut taxer ces entreprises tout à fait normalement. Donc pour moi, c'est ça l'élément clé qui nous manque aujourd'hui. Etienne, sur la même ligne? Bon, sur la ligne certainement de départ, dans le sens où il y a un constat d'insatisfaction qui nous réunit tous et toutes. La situation actuelle est inefficace et injuste. C'est injuste de voir des entreprises payer un taux d'imposition sensiblement inférieur à d'autres. C'est inefficace parce que ça ne met pas tout le monde sur un pied d'égalité. Donc, n'étant ni juste ni efficace, il faut prendre le problème à bras le corps. La bonne mesure, c'est de le faire, c'est de manière internationale, bien entendu. Mais à défaut, n'hésitons pas à avancer. Et il est bien qu'aujourd'hui, des pays soient sortis du bois. Je n'aime pas la focalisation sur la seule dimension numérique de la chose. Je pense que des problèmes de fiscalité internationale se posent à d'autres niveaux également. On a cité par exemple dans la presse le cas de Starbucks. Starbucks a vendu café, c'est pas vraiment du numérique super sophistiqué. Et néanmoins, on a aussi des gens qui payent beaucoup trop peu d'impôts parce qu'ils ont la capacité de déplacer leur base d'imposition et de bénéficier de la complaisance d'un certain nombre d'États. Et il faut pointer ces pays. Est-ce qu'il n'y a pas deux problèmes? Il y a ce problème de multinationales, effectivement, qui n'est pas spécifique aux entreprises numériques. Et puis, il y a quand même un problème lié à la nature même de l'activité, au fait, je vais le dire sous forme d'une image, que les données personnelles aujourd'hui sont le pétrole du 21e siècle. Et donc, finalement, c'est une matière première auquel un certain nombre d'entreprises ont accès sans
sans devoir rétribuer la source même de cette matière première, hein, je veux dire de manière imagée. Est-ce que d'ailleurs, il ne devrait pas y avoir une forme de redevance sur les données personnelles qui soit prélevée? Ça, c'est une autre question d'une toute autre nature, mais qui n'est pas d'abord d'une nature fiscale. Il se fait que nous sommes prêts pour ne pas devoir payer pour avoir accès à telle ou telle information, à laisser nos données gratuitement être exploitées. C'est un petit peu ça, le donnant-donnant implicite de nos comportements. On veut payer un petit peu moins cher sur Amazon et on confie plein d'informations à Amazon. On aime bien les services pas chers que l'on va avoir avec Google et on donne plein d'informations à Google. Mais donc ça, c'est pas d'abord et un tout. Parce que du point de vue de la fiscalité, il se fait que ces entreprises font beaucoup de profits et que ces profits sont peu taxés. Pourquoi ils sont peu taxés? Parce qu'ils peuvent les localiser facilement là où c'est moins taxé. Mais c'est un jeu auquel nous participons nous aussi. Et qui là n'est pas propre au numérique. Ce n'est pas du tout propre au numérique et s'il faut pointer d'autres pays, il faut aussi pointer la Belgique avec un régime de traitement des revenus liés plus ou moins à ce qu'on appellerait la propriété intellectuelle qui est outrageusement avantageux puisqu'on permet d'exonérer 85% de la base imposable sous prétexte qu'il faut absolument maintenir chez nous UCB ou GSK. C'est de la complaisance. Les études du Bureau du Plan ont montré que ces mesures étaient inefficaces. C'est du gaspillage de ressources publiques et néanmoins nous nous y livrons. Donc on peut pointer du doigt ce que les Luxembourgeois ou les Hollandais et les Irlandais font, mais nous participons de cette même logique. Ok, Odile, je vois un grand sourire et l'envie de réagir. Oui, oui, je le sens. Ça va. Bon, je vais d'abord vous donner juste un petit exemple par rapport aux plateformes. J'ai accompagné il y a quelques années une start-up en e-learning ici en Wallonie. Le gérant domicilié en France, le siège social en Belgique. L'e-learning, c'était des cours de langue à distance. Imaginez celui qui donne le cours de langue de manière virtuelle comme ceci, hein, situé au Canada, le client en Suisse, au Japon, à Paris, aux Pays-Bas. Qu'est-ce qu'on fait? On dépense d'abord 100 000 € chez un fiscaliste pour essayer de comprendre le système? On fait quoi? Est-ce que pour un cours à 10 €, on fait une analyse totalement, qui va coûter, c'est juste inconcevable. Résultat, quel a été mon conseil? Le gars, il a fait ses études, il a été faire 1 an au Canada. Mon conseil, c'est quoi? Mais mon grand, va à New York, hein? Va à Montréal, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise, moi? Ok, d'accord. Voilà, c'est ça. Bon, non, ça c'était la boutade, mais c'est tout terrain, ça. Hein, nous, c'est ces gens-là qu'on croise. Hein. Aujourd'hui, il faut bien se dire, la révolution industrielle, elle a vu quoi il y a 2 siècles? Elle a vu pousser des entreprises comme des champignons dans les champs. Tout d'un coup, on a fait des usines, on a fait des mines. Aujourd'hui, où est-ce qu'elles vont se construire les richesses? Elles vont se construire dans le cloud. Hein. Les plateformes, c'est ça qui va générer aujourd'hui des richesses. C'est pas l'augmentation de la consommation de biens, c'est des services digitaux qu'on va vendre demain. Donc en fait, la microtaxe, effectivement, aura un problème éthique par rapport à l'augmentation des revenus. Si c'est pour que les gens, tout d'un coup, voient leur salaire doubler pour aller acheter, partir 3 fois plus en vacances en avion ou pour acheter 3 fois plus chez Primark, moi, ça me pose un problème éthique. Peut-être pas à tout le monde, mais à moi, oui. Alors, effectivement, ça me pose un gros problème. Mais par contre, les gens vont apprendre de plus en plus. Le secteur qui va monter beaucoup, c'est l'apprentissage digital. On le voit ici maintenant, on est digital. Donc, ça, c'est des choses qui vont augmenter les richesses. On fait quoi si toute cette génération de valeur échappe à la Wallonie, échappe à la Belgique? On fait quoi? Okay, donc clairement, aller taxer le flux, aujourd'hui, je ne vois même pas comment on peut essayer de faire autre chose. Okay. Et j'en reviens 3 petites secondes parce que quand même la fiscalité, c'est aussi mon domaine de compétence. Le shopping fiscal entre États. Effectivement, pour l'instant, les sociétés, elles vont mettre le siège social en Irlande. Nous, la Belgique, on a misé sur quoi? On a misé sur le tax shelter, c'est-à-dire la culture qui aujourd'hui est tristement fermée. Bon, manque de bol pour nous, mais c'était aussi, on en est à du shopping fiscal au niveau des multinationales. Donc, à un moment, il faut de l'attractivité, hein. Donc, mettre de l'impôt à 0 au niveau des sociétés et aller juste sur la microtaxe, pour moi, c'est pas un souci. Voilà. On va relancer le débat sur la microtaxe, il était passionnant. J'arrive chez Isabelle, mais je fais d'abord un passage chez Charlotte pour avoir un retour des commentaires des internautes, savoir s'ils ont pu suivre ce débat parfois très technique.
Oui, mais évidemment, comme ça a beaucoup parlé de la microtaxe, les commentaires ont été beaucoup tournés sur la microtaxe. Est-ce que le sondage a C'est vrai évolué? que le sondage, on est passé à un autre sondage Ouais. qui était faut-il taxer les GAFAM? Et là, évidemment, on est à 88% de oui et 12% de contre. Alors, certaines personnes vont dire que justement, la microtaxe sera une solution pour taxer les GAFAM, alors que d'autres, il y a François qui dit, lui, par contre, qu'on ne taxera pas assez avec la microtaxe les multinationales, les GAFA et la spéculation. C'est déjà bien. Parce que justement, il n'y a pas assez, alors du coup, de différenciation. La microtaxe, pardon, est trop égale pour tout le monde. Alors que justement, une des solutions serait de taxer plus c'est les GAFAM, justement. Merci Charlotte. Isabelle. Oui, si vous le permettez, je voudrais revenir sur cette taxation des GAFA et sur les initiatives internationales. Il y a évidemment énormément de travaux à l'heure actuelle menés par des organisations internationales comme l'OCDE. Il y a aussi des propositions, des travaux faits au niveau de l'Union européenne et donc des propositions qui sont mises sur la table. Il y a en gros deux projets. Un projet de réflexion sur justement ce qu'on appelle le nexus, donc le rattachement d'un élément imposable à un pouvoir d'imposition, et qui suppose ici, pour faire face à cette problématique des GAFAM sur le digital, mais aussi à toute cette problématique de taxation de l'incorporel qui est extrêmement mobile, il y a cette proposition de faire évoluer les critères habituels de rattachement en fiscalité internationale, ce que Laurence expliquait tout à l'heure, hein, la résidence ou là où se trouve une activité physique quelque part, vers un rattachement en fonction du lieu de création de richesse. Alors, les idées, elles sont là, mais clairement, ce qui bloque, c'est au niveau politique. Et la Commission européenne a alors proposé un deuxième projet qui est le projet d'une taxe spécifique sur les GAFAM. Et là non plus, il n'arrive pas à un accord sur un projet. Et donc, chaque État qui, politiquement, pour diverses raisons, décide d'agir sur cette question-là, tente d'introduire une taxe, mais c'est vrai qu'en jouant cavalier seul, on est totalement inefficace. Donc c'est vraiment là qu'il y a un besoin d'une position, et si on n'arrive pas à avoir une position mondiale, il faut à tout le moins essayer d'avoir rapidement une position européenne claire et de faire évoluer les choses. Là aussi, il faut avoir du courage et il faut sortir du cadre, il faut avancer rapidement ici. Je voudrais dire un dernier petit mot aussi sur, dans toutes ces questions, il y a un problème que l'on ne considère peut-être pas suffisamment dans toutes ces problématiques d'avantages fiscaux qui sont donnés par l'Irlande, la Belgique notamment, c'est que nous sommes des petits pays et qu'on doit arriver aussi à survivre dans un contexte où on est confronté à des plus grands pays. Et je vais prendre un exemple très simple. Je veux développer une chaîne de restaurants. J'ai créé une image, un concept. Si je m'installe d'abord en Belgique, je vais pouvoir créer quelques restaurants dans quelques villes en Belgique, mais je serai très vite confrontée à une frontière si je veux continuer à m'étendre et je devrais connaître la législation française ou allemande, etc. Si je vais m'installer tout de suite en France, mon champ d'action est beaucoup plus grand. Alors, a priori, je vais choisir la France. Et puis après, éventuellement, je viendrai en Belgique pour les vacances. Donc, ça pose vraiment la question de la survivance des petits États dans ce contexte de compétition extrême au niveau international. Merci beaucoup. Donc, l'heure a tourné vite et le débat sur la microtaxe a été passionnant. Mais donc, je vais vous proposer un dernier tour de table. Peut-être, j'aurais bien voulu parler également de la taxe carbone, mais je pense que nous en ferons un débat spécifique une prochaine fois parce que nous n'aurons pas la capacité de l'aborder de manière sérieuse dans le temps qu'il nous reste. Alors, je voudrais donc vous faire un dernier tour de table, peut-être en invitant alors chacun d'entre vous à faire une proposition qu'il paraîtrait ce qu'il faudrait, la première chose à faire en matière de fiscal pour rendre le système plus juste et plus efficace qu'il ne l'est actuellement. Étienne. Merci.
ce n'est pas proprement parler une taxe, mais on peut les assimiler à cela, les cotisations sociales. Il faut poursuivre dans la voie de l'allègement du coût du travail en Belgique, et certainement pour les revenus moyens et inférieurs. Et il faut compenser ça par un alourdissement de la fiscalité environnementale. La Belgique tient un double titre, le titre du pays qui taxe parmi les plus forts le travail et le moins fort la pollution. Ayons l'ambition d'inverser ces deux titres et devenons un des pays à taxer le plus la pollution et le moins le travail. Ça me semble être une belle ambition. Okay. Merci, c'est très clair et ça pourrait être l'objet donc d'un prochain débat, rien que sur ce glissement de la fiscalité, travail versus pollution. Laurence. Alors après avoir taxé la pollution, ce qui me semble une bonne idée, ce que je ferai aussi, c'est vraiment simplifier la fiscalité des revenus du patrimoine. Je pense que ça fait partie d'une des matières les plus complexes et qu'il serait très utile que des produits qui sont similaires sur le plan économique, et je parle de produits, je ne parle pas des banques ici, je parle des produits d'investissement, que vous investissiez dans une SICAV, dans une assurance vie, où vous laissiez votre argent sur votre compte en banque, tous les revenus, il n'y a aucune raison que tous ces revenus qui sont pareils économiquement subissent des régimes fiscaux qui sont complètement différents. Et donc, si vous ajoutez cette couche-là à la fiscalité environnementale, vous avez déjà simplifié et vous avez également augmenté l'assiette. Merci beaucoup, Isabelle. Je voudrais d'abord dire, en ce qui concerne la fiscalité environnementale, que si l'objectif est de diminuer la pollution, à terme, si la taxe atteint son but, il n'y aura plus de recettes fiscales. Donc, ce n'est pas une solution à long terme à la problématique des recettes fiscales. Il y a clairement un besoin de simplifier l'ensemble du système fiscal, tant en Belgique que dans d'autres pays. Il faut travailler aussi aux problématiques internationales, c'est clair. Et puis, je pense qu'il faut se mettre, nous sommes justement dans une situation où on doit être très imaginatif, on va devoir être de plus en plus imaginatif pour survivre. Et je pense qu'il faut accueillir les initiatives, les nouvelles idées et les étudier de manière la plus objective possible. Merci beaucoup. Odile? Est-ce que Luigi veut dire au revoir? Peut-être. Là, il n'y a pas son Luigi, le micro. Alors. Micro. On n'entend pas Luigi, le micro n'est pas mis. Odile, alors peut-être Luigi pourra dire un mot après. Alors, bon, ce que je voulais dire, on parlait du sondage tout à l'heure, je fais très bref, 1 minute. 50% de non convaincus. Pour en savoir plus sur la microtaxe, je vous invite à revoir sur le site, enfin sur la plateforme la microtaxe sur Facebook, l'interview de la semaine passée de Jean-Jacques Engels. C'était une interview d'une heure très didactique. Il y a aussi ce soir une interview de Marc Chesney, donc le promoteur suisse de la microtaxe sur le réseau financier. Voilà, donc des informations pour ceux qui en veulent plus, il n'y a pas de problème. Voilà. Et en matière de créativité fiscale, non pas de créativité d'illusion, etc. Si j'ai une proposition à faire aujourd'hui, c'est d'y croire. En fait, on a parlé que ça pouvait être peut-être un doux rêve. Pendant 30 ans, il y a des gens à Berlin qui se sont dit ben voilà, on est séparés. Et à un moment, le mur de Berlin, il est tombé. Il faut y croire, ça peut se faire proprement et on peut avoir une évolution de notre société. Voilà. Merci Odile. Luigi, un dernier mot? Non, ok, ce ne sera pas possible, mais merci en tout cas d'avoir participé. Charlotte, peut-être, alors je te donne le mot de la fin pour relayer les commentaires des internautes, comment ils ont vécu ce débat. Oui, une chose qui est claire et qui est sûre, c'est qu'on va devoir trouver des solutions. Il faut trouver du financement, quelle que soit la manière. Donc, soit en taxant les GAFAM, soit avec la microtaxe. La microtaxe est une solution. Je pense qu'elle fait vraiment peur. On le voit dans les débats parce que c'est quelque chose de nouveau, qui est complètement révolutionnaire et qui n'a jamais été testé. Donc, forcément, les gens en ont peur. Il y a beaucoup de débats, beaucoup d'interrogations. Pas assez social, et quid de la TVA, quid des échanges de compte à compte pour une personne individuelle. Donc, il y a quand même beaucoup de questionnements et j'invite tout le monde à continuer ces débats parce qu'il faut trouver des solutions et ce ne sera pas un consensus, c'est vraiment une idée claire qu'il faut dégager de tout ceci, à nous suivre sur la plateforme Une fera beau demain, à continuer et pour arriver ensemble à trouver une solution.
qu'elle soit un mix de toutes les solutions. Ça se peut aussi, on n'a pas encore vraiment débattu, mais ça existe. Il y a eu des propositions faites dans ce genre. Donc n'hésitez pas, on vous attend sur la plateforme. Et merci à tout le monde. J'ai retrouvé mon micro. Allez, Luigi, juste à temps alors, sur le gang. Je reprends mon harmonica. Voilà. Et donc, voilà, donc une idée que je partage d'ailleurs avec nos collègues suisses, c'est de mettre en œuvre une microtaxe temporairement et dans un environnement de test pour recueillir dès que possible les montants nécessaires au soutien de l'économie, et en particulier les travailleurs indépendants. Le taux serait initialement fixé à 0,1% et s'appliquerait uniquement aux transactions électroniques qui ne sont pas d'ores et déjà soumises à la TVA. L'objectif serait de recueillir plus ou moins 20 milliards de francs suisses, pour les Suisses, je parle de Suisse, en l'espace de 3 mois. Donc voilà un peu une idée qui était mise par nos amis suisses et qui, pourquoi, ne pourrait pas être aussi utile pour notre économie aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, et en tout cas merci pour la créativité aussi. C'est vraiment très stimulant d'avoir des nouvelles propositions comme ça qui viennent nous inviter à réfléchir. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, de toute façon, ça nous force à nous interroger à la fois sur notre système fiscal et sur notre système économique. Donc je pense que cette réflexion, elle doit être approfondie, et de toute façon ça passera. Et ça, je pense que si jamais cette microtaxe doit être mise en œuvre, il faudra l'étudier aussi dans l'acte, en commençant comme proposé par une micro-taxe, j'ai envie de le dire comme tel, et ce sera sans doute la meilleure manière de voir quels sont les effets, les avantages et les inconvénients, savoir s'il y a possibilité de l'éviter, si la base bouge ou pas, savoir si c'est possible de remplacer les impôts ou pas. Donc ça vaut la peine, en tout cas me semble-t-il, d'approfondir cette réflexion, tant sur le plan des principes que de ses conséquences. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain débat confiné, et comme l'a dit Charlotte, je vous invite à continuer à déposer vos propositions sur la plateforme Il fera beau demain, et à prolonger le débat, par exemple sur le microtaxe. Jean-Jacques Engels, qui est donc un des promoteurs de cette microtaxe, a mis la proposition sur la plateforme. Donc allez réagir, allez continuer à voter, que ce soit pour, que ce soit contre, allez exprimer vos craintes, mais aussi vos espoirs au travers de cette microtaxe. Nous suivrons avec intérêt vos échanges sur la plateforme. Merci beaucoup. Merci Laurent. Merci. Au revoir.